C'était le matin du 24 janvier 1989. Le soleil se levait à peine sur la Floride. Mais à l'intérieur de la prison d'État, l'atmosphère n'avait rien de radieux. À l'extérieur, une foule s'était rassemblée avec des banderoles, des chants et des caméras. Certains réclamaient justice, d'autres vengeance. À l'intérieur, dans une cellule froide et sans fenêtre, un homme attendait la fin, qu'il avait réussi à repousser pendant des années. Theodore Robert Bundy, plus connu sous le nom de Ted Bundy, un tueur en série qui avait semé la terreur aux États-Unis, responsable d'au moins 36 meurtres, même si beaucoup soupçonnaient que le nombre était en réalité beaucoup plus élevé. Bundy a passé des années à manipuler les juges, les avocats, journalistes et même le public. Il s'était échappé 2 fois de prison, avait trompé la police et utilisé son charisme et ses connaissances juridiques pour tenter de y rester en vie. Mais ce jour-là, il n'y avait plus aucune manœuvre possible. Plus d'appels, ni d'excuses, ni de issue. L'horloge indiquait les dernières heures d'un homme qui, pendant longtemps, avait cru contrôler son destinée. Pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut remonter à ses origines. Ted Bundy est né le 24 novembre 1946 à Burlington, dans des circonstances entourées de confusion. Il a grandi en croyant que sa mère était en réalité sa sœur et que ses grands-parents étaient ses parents. Le mystère de son véritable père n'a jamais été élucidé. Malgré ses débuts tumultueux, il a été décrit pendant son enfance comme un garçon brillant, charmant et doté d'un talent académique. Il a étudié à l'Université de Washington et s'est même inscrit à s'inscrire en droit. Tout en lui semblait indiquer qu'il aurait un avenir prometteur. Cependant, sous cette façade, des zones d'ombre commençaient à apparaître. Dans les années 70, Bundy a commencé à montrer un comportement inquiétant. Son type était très spécifique. Il s'agissait de jeunes femmes, jeunes, aux cheveux longs et foncés, généralement séparés au milieu. Il utilisait des excuses pour gagner leur confiance, simulait des blessures avec des plâtres ou des écharpes. Il demandait de l'aide pour porter des objets et, dès qu'elles baissaient la garde, il les kidnappait. Les agressions et les meurtres ont commencé dans l'État de Washington, mais se sont rapidement étendus à l'Utah, au Colorado, puis finalement en Floride. Sa capacité à se faire passer pour le voisin, aimable voisin, en a fait l'un des prédateurs les plus dangereux et les plus insaisissables de l'histoire criminelle américaine. Il a été arrêté pour la première fois en 1975, mais même en prison, Bundy restait une menace. Il s'est évadé à 2 reprises. Chaque fois, il a recommencé à tuer. Ce n'est qu'en 1978, après l'attaque brutale dans la maison de fraternité Chomega à l'université d'État de Floride, que sa capture définitive a marqué le début de la fin. Le jour de son exécution, Ted Bundy s'est réveillé tôt. Il faisait froid dehors. Les gardes lui apportèrent un café amer, tiède. Il le but lentement, conscient que tout, même cette gorgée, faisait partie de sa dernière routine. Pendant des années, il s'était fié à son intelligence pour manipuler le système, mais il ne lui restait que quelques heures. Pendant ce temps, ses avocats, P. Nelson et Jim Coleman, épuisaient les dernières cartes juridiques, en invoquant des problèmes psychologiques qui, selon eux, le rendaient incompétent pour être exécuté. Mais la Cour suprême des États-Unis a rejeté le recours. Bundy était dans une impasse. À midi, il a reçu la visite la plus difficile, celle de sa mère, Liz. Pendant des années, elle s'était accrochée à la croyance que son fils était innocent. Cette conversation fut brève, sans grands gestes ni larmes publiques, mais chargée d'un poids insupportable. Ils savaient tous les deux que ce serait la dernière fois qu'ils se verraient. Quelques heures plus tard, le révérend Fred Lawrence l'accompagna dans un moment de recueillement. Bundy s'était montré plus intéressé par la religion au cours de ces derniers jours, même si beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle tentative de manipuler l'opinion publique. À 7 heures de l'après-midi, il accorda une dernière
Interview au leader chrétien James Dobson, dans laquelle il a accusé la pornographie de ses crimes. Ses propos ont suscité la polémique. Pour certains, il s'agissait d'une confession sincère. Pour d'autres, une dernière tentative pour échapper à ses responsabilités. À 18h, on lui a offert son dernier repas. Filet à point, œufs cassés, des toasts beurrés et de la confiture, du lait et du jus. Il y toucha à peine. Le poids psychologique de ce qu'il attendait lui coupait l'appétit. Dehors, la foule grossissait. Certains manifestaient contre la peine de mort. D'autres criaient « Vern, Bundy Bern », célébrant ce qui allait se passer. À l'intérieur, la tension était palpable. À la tombée de la nuit, Bundy a réuni pour la dernière fois avec son avocate, l'aumônier. À minuit, le silence s'est installé dans sa cellule. On lui a proposé des somnifères, mais on ne sait pas s'il les a pris. Le matin final est arrivé. À 6h pile, il a été conduit à la douche. L'eau froide était un rappel brutal du caractère éphémère de tout cela. Il a ensuite enfilé un uniforme propre, le dernier qu'il porterait. À 6h30, il a commencé le chemin vers la chambre de exécution. Les couloirs étaient étroits et la lumière était tamisée. Des témoins ont décrit son corps rigide, ses yeux passant d'un côté à l'autre, la peur désormais impossible à dissimuler. À 7h pile, Bundy a été attaché à la chaise électrique connue, sous le nom de Hall Sparky. Ses poignets, ses chevilles, poitrine ont été attachés avec des sangles en. Une électrode fut placée sur sa jambe et une autre sur sa tête rasée, recouverte une éponge humide pour conduire le courant. Avant que le bourreau n'actionne l'interrupteur, Bundy a parlé Il a regardé ses amis Jimmy Fred et a dit « Jimmy Fred, s'il vous plaît, transmettez mon amour à ma famille et à mes amis. » Il n'y eut ni confession ni excuse, seulement ces mots. À 7h07, l'électricité a parcouru son corps. Certains témoins l'ont vu se crisper et convulser. Une odeur de chair brûlée a envahi la salle. 9 minutes plus tard, le médecin de la prison a déclaré son décès. Ted Bundy avait cessé d'exister. Dehors, certains célébraient, d'autres pleuraient. Dans les familles des victimes, les réactions étaient variées. Soulagement pour certains, vide pour d'autres. Sa mort clôturait un chapitre, mais n'effaçait pas la douleur. Bundy était, et reste un cadavre. Étude. Sa capacité à cacher son monstre intérieur sous un masque. Enchantement continue de donner des frissons. Il nous rappelle que le mal peut avoir un sourire, que la menace peut venir de celui que l'on imagine le moins et que peut être, quelque part, quelqu'un de similaire se promène déjà, chemin parmi nous. Lorsque la nouvelle de la mort de Ted Bundy a été les murs de la prison d'État de Floride, elle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Les chaînes ont interrompu leur programmation habituelle. Les stations ont diffusé l'annonce presque instantanée et les journaux avaient déjà préparé leur prêt pour le lendemain matin. À la porte de la prison, les chants se sont transformés en cris de joie. Certaines personnes brandissaient des banderoles. D'autres buvaient de la bière comme s'il s'agissait d'une fête nationale. Un jeune homme brandissait une pancarte sur laquelle on pouvait lire « L'enfer a un nouveau locataire ». Mais derrière cette euphorie se cachait une réalité plus complexe. Dans des villes comme Seattle, Salt Lake City et Tallahassee, la nouvelle n'a pas suscité de joie, mais un silence sombre. Les familles des victimes, celles qui avaient attendu des années pour voir justice être faite, ont accueilli la confirmation avec un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement, car elles savaient que l'homme qui leur avait enlevé leur fille, leur sœur ou leurs amis, ne pourrait plus faire de mal à personne. Tristesse, car son exécution ne ramenait pas les vies perdues, ne comblait pas le vide, s'était installé dans leur foyer depuis des décennies. À l'université d'État de Floride, où les attaques brutales dans la maison de la fraternité Chi Omega, d'anciennes étudiantes se sont réunies en silence. L'une d'elles a déclaré dans un reportage télévisé « Il n'y a pas de célébration possible quand on se souvient de ce que nous avons vu et vécu. Peu importe qu'il soit mort, les cauchemars ne s'éteignent pas avec d'un simple interrupteur. » Pendant ce temps, la presse internationale profite des moments pour passer en revue son histoire.
criminel dans les moindres détails. Les journaux télévisés britanniques, allemands et japonais ont diffusé des émissions spéciales sur le homme qui tuait avec le sourire. En France, un journal l'a décrit comme le symbole du tueur invisible qui marche parmi nous sans éveiller soupçon. Mais c'est peu. Être la couverture la plus intense est venue des médias américains qui se sont plongés dans une analyse approfondie de sa psychologie. Bundy ne faisait pas seulement la une des journaux pour ce qu'il avait fait, mais aussi pour ce que représentait. Un visage séduisant, charismatique, cultivé, qui rompait avec le stéréotype classique du criminel, marginal et violent. Il était la preuve que la méchanceté pouvait se cacher sous un costume et cravate. Dans les suivants, des criminologues et des psychologues sont apparus à la télévision pour tenter de expliquer ce qui l'avait transformé en un meurtrier. Certains ont souligné son enfance, marquée par les secrets et les mensonges familiaux. D'autres soulignaient son incapacité à ressentir de l'empathie, caractéristique d'un psychopathe. Bundy lui-même avait reconnu dans une interview qu'il était capable d'imiter les émotions humaines, mais que, en réalité, il ne les ressentait pas. C'était un acteur, permanent dans la vie réelle. Les autorités policières, quant à elles, en ont profité pour réexaminer des affaires non résolues qui pourraient être liées à lui. Bien qu'il soit officiellement accusé de plus de 30 meurtres, les enquêteurs estiment que le nombre réel pourrait dépasser la centaine. Bundy a joué avec ce mystère jusqu'à la fin, avouant certains crimes, a donné des indices vagues sur d'autres et laissant planer le doute sur beaucoup d'autres. Cette ambiguïté calculée faisait partie de son contrôle sur le récit de sa propre histoire. Le FBI a également tiré des leçons de son cas. L'unité des sciences du a étudié en profondeur son profil, afin de perfectionner les techniques de profilage criminel. L'entretien avec Bundy a permis d'améliorer la manière dont enquêter sur les tueurs en série, en détectant des schémas, des habitudes et des motivations. Sa collaboration, bien que minime et toujours intéressée, a permis de mieux comprendre l'esprit d'un prédateur, socialement fonctionnel. Cependant, il a également laissé un héritage plus inquiétant. Il a inspiré d'autres criminels. Certains imitateurs ont tenté de copier son mode, ce qui a contraint les autorités à renforcer les campagnes de sensibilisation, en particulier auprès aux jeunes femmes. Les universités et les communautés ont commencé à organiser des conférences sur la sécurité personnelle, rappelant l'importance de se méfier même des ceux qui semblent inoffensifs. La figure de Bundy n'a pas disparu avec sa mort. Au fil des ans, des films, documentaires et séries ont tenté de le dépeindre. Des dramatisations aux interviews réelles, son histoire continue d'attirer le public. Certains psychologues expliquent que cette fascination provient du contraste entre son apparence et ses crimes, un choc qui défie notre intuition sur ce à quoi devrait ressembler un. Mais pour les familles, cet intérêt médiatique est une arme à double. Si elles comprennent l'importance d'apprendre de leur cas, beaucoup se sentent que chaque nouveau documentaire rouvre des blessures qui ne se sont jamais refermées. Récent, certains membres de la famille ont demandé que l'accent ne soit plus mis sur le Bundy et qu'il se concentre sur les victimes, en rappelant leur nom, leur vie et leurs rêves brisés. Sur le plan juridique, son exécution a également suscité un débat sur la peine de mort. Les organisations de défense des droits de l'homme ont souligné que même si Bundy était coupable de crimes atroces, la justice ne devait inclure l'exécution comme punition. D'autres ont soutenu le contraire, affirmant que c'était la seule mesure proportionnée au préjudice causé. La vérité est qu'au-delà du débat moral, Bundy a réussi quelque chose que peu de criminels ont réussi, à rester un sujet de conversation des décennies après sa mort. Être parce que son histoire est un miroir sombre qui nous oblige à accepter que le mal n'est pas toujours évident, qu'il se présente parfois avec des manières impeccables et un sourire désarmant. 36 ans plus tard, son nom continue de donner frisson. Chaque fois que la question se pose, question de savoir qui a été le meurtrier le plus célèbre des États-Unis, Bundy apparaît en tête de liste. En effet, contrairement à d'autres criminels, son cas ne concerne pas seulement des meurtres, mais également de manipulation, de tromperie et d'une lutte constante pour contrôler la
perception du public. Quand on observe tout son parcours depuis son enfance à Vermont, en passant par sa vie universitaire à Seattle, ses crimes dans plusieurs États, ses évasions de prison, jusqu'à son exécution en Floride, on comprend que son histoire n'est pas seulement celle d'un tueur en série, mais celle d'un prédateur social qui a su se camoufler à la perfection, jusqu'à ce que ses propres excès ne l'ont trahi. Et c'est peu être là la leçon la plus troublante qu'il nous laisse. Nous ne toujours se fier à ce que l'on voit. L'apparence de normalité peut être le masque le plus dangereux de tous. Bundy se cachait pas dans l'obscurité. Il marchait en plein jour, il proposait son aide, souriait, puis disparaissait avec ses victimes. Cette capacité à franchir la frontière entre le quotidien et le monstrueux, sans être détecté, est ce qui continue de rend son cas intéressant pour la étude et, pour beaucoup, un avertissement éternel. Aujourd'hui, en se souvenant de ces derniers jours, ces derniers mots et l'écho que a laissé sa mort, nous sommes confrontés à un rappel brutal. Le mal peut apprendre, s'adapter et attendre patiemment le moment opportun pour agir. Et plus nous l'ignorons, plus facile il lui sera de passer inaperçu. Si cette histoire vous a donné matière à réflexion et que vous souhaitez continuer à explorer les recoins les plus sombres de l'esprit humain, cliquez sur « Aimer », abonnez-vous et partagez cette vidéo avec vos amis. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des histoires qui non seulement informent, mais qui nous rappellent également à quel point nos certitudes peuvent être fragiles. Certitude. Comprendre Ted Bundy n'est pas tâche facile. Les spécialistes qui le préviennent l'ont interrogé après son arrestation, sont tous d'accord sur un point. Son esprit fonctionnait comme un mécanisme froid, précis et totalement étranger à toute notion d'empathie. Bundy ne voyait pas personne. Je voyais des opportunités. Je ne percevais pas de souffrance, seulement des scénarios qu'il pouvait exploiter. Son modus operandi était calculé dans les moindres détails. Ce n'était pas un tueur impulsif. Il planifiait, observait et étudiait. Il passait des heures à rôder dans les bibliothèques, les universités et les parkings, identifiant les jeunes femmes qui correspondaient à un certain profil physique, cheveux châtains, longs, coiffés avec une raie au milieu. Certains criminologues pensent que cette préférence était liée à une ancienne relation ratée qui l'avait profondément marqué, et que ces crimes étaient en partie une vengeance symbolique contre ce souvenir. Bundy utilisait des déguisements subtils, un bras en écharpe, des béquilles, un faux uniforme. Il se présentait comme étudiant, policier ou employé de service. La stratégie était toujours la même. Faire semblant d'être vulnérabilité ou d'autorité pour inspirer la confiance. Une fois que la victime baissait sa garde, il la conduisait vers un endroit isolé, généralement préparé à la froideur avec laquelle il racontait ses processus lors d'entretiens est effrayante. Il en arrivait même à décrire les détails logistiques comme s'il parlait d'un projet professionnel. Il n'y avait ni tension ni nervosité dans son récit, seulement une précision clinique, et c'est là résidait son véritable danger. Il était capable de se fondre parfaitement dans la société sans éveiller les soupçons. Sa capacité à manipuler ne se limitait pas à ses victimes. Lors de son procès, Bundy décida d'assurer lui-même sa défense, profitant de l'occasion pour interroger les témoins, présenter des motions et attirer l'attention de la presse. Lors de un moment mémorable, il a demandé en mariage à une témoin pendant sa déposition, en invoquant une loi qui autorisait un tel acte dans un tribunal. Ce n'était pas une preuve d'amour, mais un spectacle, calculé pour garder le contrôle, faire la une des journaux. L'enquête qui a conduit à son arrestation définitive était un puzzle impliquant plusieurs États. Les autorités de Washington, Utah, du Colorado et de Floride ont partagé des indices, mais le manque de système numérique dans les années 70 rendait la coordination. Des témoins se souvenaient de ça. Volkswagen Beetle, de couleur marron. D'autres ont mentionné son nom, mais il n'y avait pas de preuves concluantes. La première grande
occasion de l'arrêter se présenta en août 1975, lorsqu'un agent de la police d'Utah l'arrêta pour possession d'outils suspects, menottes, leviers, masques et cordes. Bien qu'il n'ait pas pu être accusé de meurtre, à ce moment-là, la pression a commencé à monter. Cependant, Bundy s'est échappé de prison à 2 reprises. La première fois, en limant un trou dans le plafond de sa cellule. La seconde en s'amincissant pour passer par un trou dans le plafond et sortir par l'appartement du. Sa dernière évasion l'a conduit en Floride, où il a commis les attaques dans la maison de la fraternité Chomega. Cet acte, impulsif, dépourvu de sa minutieuse habituelle, a laissé derrière lui une série d'indices qui ont facilité son arrestation définitive. Il a été arrêté quelques jours après avoir été reconnu par un patrouilleur. Le procès en Floride fut un spectacle médiatique. La télévision a diffusé des extraits du procès et des millions de personnes ont pu voir pour la première fois un tueur en série défendre sa vie avec le sourire. Certains téléspectateurs se sont même déclarés fascinés par son charisme, ignorant que derrière ce charme se cachait l'un des esprits les plus meurtriers de l'histoire moderne. Mais au-delà de la curiosité malsaine et de la notoriété, ce qui inquiète le plus, experts et citoyens, c'est comme quelqu'un. Il a ainsi pu vivre pendant des années sans être découvert. Bundy avait des emplois, étudiait le droit, avait une petite amie et une vie sociale. Ses amis le décrivaient comme amusant et cultivé. Cela mettant une vérité dérangeante. La méchanceté ne se présente pas toujours sous la forme de monstres visibles. Parfois, elle porte costume, sourit et se souvient de votre anniversaire. Les criminologues actuels utilisent son cas comme un exemple parfait de psychopathie fonctionnelle. Un psychopathe n'est pas nécessairement un criminel. Il peut être un homme d'affaires, un politicien ou un voisin. Ce qui le définit, c'est l'absence de remords et la capacité à manipuler les autres à son propre profit. Bundy a poussé ses caractéristiques à l'action extrême, transformant sa vie en un jeu macabre où il voulait toujours gagner. L'impact de son histoire dépasse le cadre judiciaire. Elle a suscité débat éthique sur la couverture médiatique des criminels. Jusqu'à quelle l'information devient glorification? Où se situe la frontière entre étudier un cas pour prévenir de futurs crimes et en faire une légende sinistre? Au fil des ans, ça, personnage a inspiré des livres, des documentaires et même des représentations théâtrales. Chaque version tente de répondre à la même question: comment quelqu'un comme lui a-t-il pu exister? Et même si nous connaissons ses actions, ses véritables motivations sont probablement mortes avec lui sur la chaise électrique. C'est peu être pour cela que son cas reste vivant dans la mémoire collective, non seulement à cause de l'horreur de ses crimes, mais parce qu'il nous oblige à repenser notre confiance en notre intuition. Nous pensons que pouvoir reconnaître une menace rien qu'en la regarder, mais Bundy a prouvé que ce n'est pas toujours le cas. À ce stade, il vaut la peine de réfléchir. Si un meurtrier peut passer inaperçu pendant des années, combien d'autres ont-ils pu évoluer parmi nous sans être détectés? La réponse est dérangeante, et c'est peu être pour cela que son histoire est si dérangeante. Ted Bundy a laissé plus qu'une série de crimes, il a laissé un avertissement. Une leçon pour les enquêteurs, les autorités et aux citoyens. Le mal ne se cache pas toujours, n'est pas toujours caché dans l'ombre, parfois il marche en plein jour, la main tendue, pour vous aider. Et tandis que la société continue d'être fascinée par des cas comme le vôtre, le plus grand danger est peut être d'oublier que, pour chaque Bundy capturé, il y en a d'autres qui ne comparaissent jamais devant un tribunal. Si vous souhaitez continuer à explorer les esprits les plus sombres, découvrir comment ils opèrent et ce que nous pouvons apprendre pour nous protéger, cliquez sur « Aimer », abonnez-vous et partagez cette vidéo. Ne laissez pas ces histoires tomber dans l'oubli, car les connaître peut faire la différence entre détecter une menace ou l'ignorer.